En mars 2018, Johnson Johnson vend sa filiale LifeScan, spécialisée dans le diabète, pour 2,1 milliards de dollars à un fonds d'investissement. En juin 2018, Johnson Johnson annonce la vente de ses activités dans la stérilisation de matériel pour 2,7 milliards de dollars à Fortive. En octobre 2018, Johnson Johnson annonce l'acquisition de CIZ, une entreprise japonaise de maquillage, pour 2,1 milliards de dollars, dont il détenait déjà une participation de 20%. En février 2019, Johnson Johnson annonce l'acquisition de l'entreprise de robotique chirurgicale Auris pour 3,4 milliards de dollars. En décembre 2019, Johnson Johnson annonce l'acquisition de Verb Surgical auprès d'Alphabet. En août 2020, Johnson Johnson annonce l'acquisition de Momenta Pharmaceuticals, entreprise spécialisée dans les traitements contre les maladies auto-immunes, pour 6,5 milliards de dollars. Le groupe pharmaceutique américain Johnson Johnson, J&J, s'est vu condamné jeudi 12 juillet 2018 à verser 4,69 milliards de dollars de dommages dans un procès intenté par 22 femmes et leurs familles qui accusaient un talc vendu par le groupe d'avoir provoqué les cancers dont elles avaient été victimes. Il s'agit d'un nouveau rebondissement dans ce dossier pour lequel plusieurs milliers d'actions en justice ont été intentées contre J&J. Selon l'avocat représentant les victimes, Marc Lanier, un jury composé de 6 hommes et 6 femmes d'un tribunal de Saint-Louis, Missouri, a décidé de condamner le groupe pharmaceutique après 6 semaines de procès et 8 heures de délibéré. Les dommages se composent de 550 millions de dollars en dommages compensateurs et plus de 4,1 milliards de dollars de dommages punitifs. Les plaignantes affirmaient que l'utilisation du talc pour leur toilette intime avait provoqué des cancers des ovaires. Depuis plus de 40 ans, Johnson Johnson a dissimulé les preuves de la présence d'amiante dans ses produits, a accusé Monsieur Lanier. Dans un communiqué, nous espérons que ce verdict attirera l'attention du conseil d'administration de Johnson Johnson et l'incitera à mieux informer la communauté médicale et le public du lien entre l'amiante, le talc et le cancer des ovaires, a-t-il poursuivi en demandant au groupe pharmaceutique de retirer les produits concernés du marché. En mai 2017, l'État de l'Ohio aux États-Unis porte plainte contre Johnson Johnson et d'autres groupes pharmaceutiques pour dissimulation des risques d'addiction liés à la prise d'antidouleurs à base d'opiacés au cœur d'une grave crise de santé publique. Selon la plainte, ces producteurs de médicaments ont fait croire que les opiacés n'étaient pas addictifs, que l'addiction était facile à surmonter ou qu'elle pouvait être traitée en prenant encore plus d'opiacés. Source: Frank Browning, John Gerassi, Histoire criminelle des États-Unis, Nouveau Monde, 2015, pages 6 à 7. Le 26 août 2019, le tribunal a condamné Johnson Johnson à verser 572 millions de dollars. Source: lemonde.fr. Crise des opiacés. 572 millions de dollars d'amende pour le groupe Johnson Johnson. Eli Lilly and Company est un groupe pharmaceutique classé 10e mondial en 2010 par le chiffre d'affaires. Après avoir quitté la CIA en 1977, George H. Bush devint un des dirigeants de Eli Lilly. Bush a activement œuvré de l'intérieur comme de l'extérieur de l'administration en tant que vice-président à partir de 1981 pour défendre les intérêts des industriels du secteur pharmaceutique, notamment au travers du Texas Medication Algorithm Project. Le directeur du bureau de gestion et du budget, Mitch Daniels, fut de son côté vice-président de la firme pharmaceutique Eli Lilly, où sa réserve de stock options atteint de 5 à 25 millions de dollars, entre 34,9 et 174,5 millions de francs. En avril 2014,
Eli Lilly acquiert les activités liées à la santé animale de Novartis pour 5,4 milliards de dollars. En octobre 2016, Eli Lilly annonce l'acquisition des activités vétérinaires aux États-Unis de Boehringer Ingelheim pour 885 millions de dollars. En janvier 2017, Eli Lilly annonce l'acquisition de Colucid, spécialisé dans le traitement de la migraine, pour 960 millions de dollars. En mai 2018, Eli Lilly annonce l'acquisition d'Armo Bioscience pour 1,6 milliard de dollars et d'Orca Pharma pour 575 millions de dollars, deux entreprises d'oncologie. En décembre 2018, l'activité vétérinaire du groupe Elanco fait l'objet d'une introduction en bourse à New York. En janvier 2019, Eli Lilly annonce l'acquisition de Loxo Oncology, entreprise spécialisée dans les thérapies géniques contre le cancer, pour 8 milliards de dollars. En janvier 2020, Eli Lilly annonce l'acquisition de Dermira, une entreprise dermatologique spécialisée contre l'eczéma et l'hypersudation, pour 1,1 milliard de dollars. Médicaments de la firme Strattera et TDAH de l'adulte. En 2002, Lilly a lancé sur le marché des États-Unis un produit du nom de Strattera, premier médicament non stimulant autorisé pour le traitement du trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité ou TDAH, et également produit spécifiquement destiné aux adultes souffrant de ce trouble. Plus de 2 millions de patients l'ont utilisé et en 2004, Strattera représentait un chiffre d'affaires de 632 millions de dollars, soit à peu près le quart des parts de marché de ce groupe de médicaments aux États-Unis. La Food and Drug Administration a imposé à la firme l'apposition de la boîte noire sur l'emballage du Strattera, ce qui correspond au plus haut niveau d'avertissement que peut recevoir un médicament. Des études ont en effet mis en évidence un lien possible entre l'usage et les pensées suicidaires chez l'enfant, ainsi que l'apparition de lésions du foie chez l'adulte. Lilly reconnaît que le médicament a plusieurs autres effets secondaires, comme la douleur pendant la miction et l'orgasme, la rétention urinaire, une rétraction du scrotum, les changements d'humeur et la bouche sèche. Initialement développée comme antidépresseur, la molécule a obtenu l'autorisation de mise en marché par la FDA pour le traitement des adultes souffrant de TDAH, ce qui est devenu son utilisation clinique la plus courante. La drotrécogine alpha activée ou Xigris est un médicament utilisé depuis 2002 en Europe dans le traitement du sepsis sévère associé à plusieurs défaillances d'organes. Il n'était donc utilisé qu'à l'hôpital. Il a été retiré du marché par la firme Lilly en 2011. En effet, celui-ci ne réduisait pas la mortalité des patients par rapport au placebo après un traitement de 28 jours. Étude clinique. ProWes Choc. Source. Façonner des maladies, l'empire du marketing, rêve prescrire. Volume 27, numéro 283, mai 2007, page 81 à 82. Qu'est-ce que je raconte? Page 381 à 382. Prozac. Le Prozac, chlorhydrate de fluoxétine, est le premier inhibiteur sélectif de recapture de la sérotonine, SSRI, pour le traitement de la dépression clinique. Ce produit a été une véritable innovation thérapeutique dans le sens où c'est le premier produit de sa génération à stimuler la libération de sérotonine dans le cerveau de l'homme pour combattre la dépression clinique. C'est l'antidépresseur le plus vendu au monde et il a inspiré un certain nombre de médicaments fonctionnant sur un principe similaire, ISRS, que ce soit pour le traitement de la dépression clinique comme d'autres désordres du système nerveux central. La documentation sur le Prozac déclare que cette drogue peut provoquer de l'hostilité, de la psychose, des hallucinations et de l'acathysie. Des poursuites ont été intentées contre Eli Lilly en 1990 dans lesquelles les effets secondaires du Prozac étaient présumés facteurs contribuants des cas de meurtres multiples suicides. Des fondations qui nous veulent du bien, la Fondation Rockefeller est une fondation caritative privée dotée du statut fiscal 501c3, fondée par John Davison Rockefeller et Frédéric T. Gates,
pour promouvoir le bien-être de l'humanité dans le monde. Sa charte a été approuvée le 14 mai 1913 par le gouverneur de New York, William Sulzer. La fondation dont l'actuelle présidente est Judith Rodin, ancienne présidente de l'Université de Pennsylvanie, est basée à New York. Et 1913. La fondation Rockefeller finance les programmes eugénistes américains ainsi que la Société eugénique française en 1913. Elle finance également les programmes eugénistes de l'Allemagne nazie en aidant à la création et en finançant la société Kaiser Wilhelm, et ce jusqu'en 1939. Voilà. Source: Paul Wendling, The Rockefeller Foundation and German Biomedical Science, 1920-40. From Educational Philanthropy to International Science Policy, dans Science, Politics and the Public Good. Palgrave Macmillan, UK, 1988. Voilà. Lire en ligne, archives, pages 119 à 140. Autre source: Pichot-André, La société pure, de Darwin à Hitler, Paris Flammarion, 2000, page 458. La fondation Rockefeller contribue également à l'institutionnalisation de l'eugénisme au Danemark en finançant en 1938 la création de l'Institut de génétique humaine de l'Université de Copenhague. Elle avait auparavant joué un rôle dans la carrière de celui qui allait devenir son premier directeur et l'une des figures majeures de l'eugénisme danois. Tage Kemp, médecin et biologiste Kemp, est parti en 1932 étudier la génétique aux États-Unis avec une bourse de la fondation Rockefeller, puis a fait en 1934, à la demande de la fondation, le tour des principaux centres de recherche d'Europe. Il a en particulier rencontré Otmar von Verschuer, figure majeure de l'eugénisme nazi, dont il reconnaît dans son rapport les qualités scientifiques tout en soulignant l'engagement national-socialiste. Source: Alain Drouard, Un cas d'eugénisme démocratique, archive, larecherche.fr. Après la guerre, la Fondation décide de changer le nom d'eugénisme pour celui d'études de biologie sociale qu'elle intègre dans la Society for the Study of Social Biology. En 1939, la Fondation Rockefeller et le géant du chimique allemand IG Farben fondent un trust de médicaments. En 1936, par exemple, la Schröder Bank de New York fonde une société en commun avec les Rockefeller, la Schröder Rockefeller and Company Investment Bankers, qui a pour associé Avery Rockefeller, neveu de John Rockefeller, le baron Bruno von Schröder de Londres et Kurt von Schröder de la BRI et de la Gestapo de Cologne. Leurs avocats sont les frères John Foster et Allen Dulles de Sullivan & Cromwell. Sostens Ben, directeur de International Telephone and Telegraph ITT, et Gerhard Westrick, directeur de ITT en Allemagne et associé de John Foster Dulles, notamment au conseil d'administration de la société, Walter Schellenberg, chef du service de contre-espionnage de la Gestapo SD, et le baron Kurt von Schröder, afin de garantir la continuité des activités de la société en Allemagne au cours de la guerre à venir. Au même moment, le président de la Standard Oil de Rockefeller, dans le New Jersey, Walter Teagle, est nommé directeur de American IG. Le manuel industriel de Moody's recensait une affiliation entre IG Farben et American IG au moment de sa fondation. Premièrement, Hermann Schmitz, qui était le deuxième après Karl Bosch dans les hiérarchies d'IG Farben, puis son frère Dietrich A. Schmitz ont été présidents de l'IG américain. Il a été réincorporé sous le nom de General Annie Line et Film GAF Corp. En 1939, après une fusion avec General Annie Line Works
Chemical Corp, dont le conseil d'administration comprend entre autres Edsel Ford, président de Ford Motor Co. Charles Mitchell, président de la National City Bank of New York de Rockefeller. Paul Warburg, président de la Réserve fédérale. Et Herman Metz, directeur de la Bank of Manhattan. Teagle est devenu le plus jeune président de Standard Oil du New Jersey, alors connu sous le nom d'Esso, pour Standard Oil of New Jersey, et depuis 1972 connu sous le nom d'Exxon. En tant que directeur de la filiale américaine d'IG Farben, il a allié Standard Oil à la société allemande et mené des recherches conjointement. Standard Oil a fourni des informations à IG Farben sur la manière de fabriquer du plomb tétraéthyle et du caoutchouc synthétique, deux ressources essentielles à l'effort de guerre. Source: United States Congress Senate hearings before a subcommittee of the Committee on Military Affairs, Scientific and Technical Mobilization, 78e congrès. Première session, S.702, partie 16, Washington Government Printing Office, 1944, page 939. Et Reafter, cited as Scientific and Technical Mobilization. Les preuves présentées au comité Truman, Bones et Kilgore après la Seconde Guerre mondiale ont confirmé que Standard Oil avait en même temps sérieusement mis en péril les préparatifs de guerre des États-Unis. Source: Elimination of German Resources, op.site. Page 1085. La Fondation Rockefeller, dans le domaine de l'agriculture, a son programme de développement agricole américain. À partir de 1943, donnera naissance au Centre international d'amélioration du maïs et du blé, qui a contribué à ce qui sera appelé la Révolution verte. Elle a également fortement contribué au financement de l'Institut international de recherche sur le riz aux Philippines. L'un des chercheurs de l'Institut, Norman Borlaug, il a développé une variété de grains nano qui a permis d'obtenir des rendements plus élevés et mieux répondus aux engrais que les variétés existantes. Les principales activités de CIMMYT est faite par ces deux programmes d'amélioration. Le programme mondial du blé et le programme mondial de maïs. Les deux programmes sont spécialisés dans le développement dans leur culture de nouvelles variétés de haut rendement et capables de résister à des contraintes environnementales spécifiques telles que les sols infertiles, la sécheresse, les insectes et les maladies. Les scientifiques du centre utilisent les deux passages traditionnels que les méthodes modernes de haute technologie comme les marqueurs moléculaires pour le développement de nouvelles variétés. D'autres efforts sont concentrés sur une variété de questions agricoles telles que le stockage en toute sécurité pour les semences, la gestion des ressources naturelles, la chaîne de valeur, les avantages des semences améliorées et l'utilisation des machines appropriées. Source: www.cimmyt.org. Global Maize Programme Meeting the Old and the New Intersect in Kathmandu. Programme de conservations agricoles. Le programme de conservations agricoles CIMMYT étudie et soutient des pratiques agricoles durables. L'idée de base de ce programme est que, à long terme, la culture intensive peut endommager le sol et réduire les moyens de subsistance des agriculteurs et de la productivité alimentaire. Les tests effectués depuis 1990 dans le cadre de ce programme ont montré que les pratiques de l'agriculture de conservation semblent fonctionner mieux que les traditionnelles. L'agriculture de conservation est définie comme un système de culture qui réduit l'exploitation du sol, lébure inférieure, comprend la rotation des cultures, des utilisations appropriées et leurs résidus pour le sol. La Fondation est accusée dans un procès en cours depuis avril 2015 pour son rôle supposé dans l'affaire de l'expérimentation sur la syphilis au Guatemala. Source:
Sushma Subramanian. Les terribles expérimentations scientifiques que les Américains n'ont pas osé faire aux États-Unis. Slate.fr, 7 mars 2017. La justice américaine accepte en janvier 2019 ouvrir un procès contre la fondation Rockefeller. Près de 700 Kobe, parmi lesquels des enfants, avaient été contaminés sans leur consentement pour vérifier l'efficacité de la pénicilline sur les maladies sexuellement transmissibles. Source. La syphilis inoculée à des Kobe au Guatemala, procès en vue aux États-Unis. Archives sur RFI, 5 janvier 2019. Fondation Bill et Melinda Gates. William H. Gates, Sr. a créé et dirigé en 1994 la fondation William H. Gates et son financement a atteint 2 milliards de dollars au cours des années qui ont suivi. Elle a fusionné avec la fondation Gates Learning pour créer la fondation Bill et Melinda Gates en 2000. La fondation Gates fait partie des acteurs qui ont permis de financer la création de Gavi, l'alliance du vaccin avec un don de 750 millions de dollars US en 1999. En octobre 2006, Bill et Melinda Gates ont créé une structure dotée de 2 entités. La fondation Bill et Melinda Gates. La fondation et le trust de la fondation Bill et Melinda Gates, le trust. Ces 2 entités sont des fondations privées constituées en tant qu'organisation caritative. Chaque entité a un objectif distinct. La fondation est financée par Bill et Melinda Gates. D'autres contributeurs lui apportent des fonds. Ainsi, en juin 2006, l'homme d'affaires milliardaire américain Warren Buffett annonce le versement de 37 milliards de dollars. Voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo.